je sens une sorte de boule d'angoisse monter dans ma gorge sur le niveau de déferlement totalitaire et l'incohérence complète de ce déferlement paranoïaque. Et finalement, c'est quelque chose qu'on connaît en psychiatrie, c'est-à-dire que quand la paranoïa s'installe, il y a ce qu'on appelle un rationalisme morbide, c'est-à-dire une fausse logique, une fausse rationalité qui s'installe, qui s'auto-justifie d'elle-même, passe son temps à nier le réel, à nier les contradictions autour, puisque de toute manière, le paranoïaque a raison. Et en fait, je crois que le pouvoir en est rendu là, et un certain nombre de nos concitoyens en sont rendus là aussi, parce qu'on les a rendus fous par cette stratégie du choc, cette stratégie du chaos, quoi, pour reprendre un peu Naomi Klein. La capacité à penser logiquement et rigoureusement, sans se laisser déborder par ses émotions, forgées pendant les temps difficiles et dans les épreuves, disparaît peu à peu. Alors interviennent les acteurs qui vont rendre possible le passage de la phase 1 à la phase 2, les schizoïdes. Ils jouent le premier rôle dans le processus de mise en place de la pathocratie. Ce rôle peut rester largement invisible car, sauf exception, les schizoïdes ne sont pas individuellement violents et dangereux. Mais ce rôle est essentiel parce que, selon Lobachevsky, c'est le trouble schizoïde qui va amener un appauvrissement progressif de la compréhension du monde et une réduction à l'esprit de système. Pendant les temps heureux, une partie des schizoïdes va construire une pensée préfabriquée, ce que nous appellerions aujourd'hui une pensée unique, et selon cette pensée, en quelque sorte, il est possible de remonter à une racine monocausale du phénomène ponérogénique. Or, pour Lobachevsky, c'est précisément là que le mal peut commencer à se répandre dans une structure sociale, parce que le mal a des causes complexes, et quand on tombe dans un réductionnisme quelconque, on perd de vue une grande partie de ces causes. Or, ce que nous explique Lobachevsky, c'est que pour que le mal se propage, il y a une première condition qui est nécessaire et généralement suffisante, c'est qu'il ne soit pas vu, que le mécanisme par lequel il se reproduit ne soit pas perçu. Les schizoïdes, nous explique Lobachevsky, travaillent souvent en équipe, en incubant des doctrines révolutionnaires dans des réseaux, ou éventuellement en incubant par opposition des doctrines révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Dans tous les cas, il y a un appauvrissement de la vision psychologique du monde, une réduction de la société, une réduction des phénomènes sociaux à une cause unique et généralement extérieure à la psychologie. Le pouvoir des schizoïdes vient de leur aptitude à incuber ces réseaux, car lorsqu'ils sont en contact direct avec les gens, en général, les schizoïdes sont assez malhabiles pour faire passer leurs idées. C'est quand le schizoïde parvient à dissimuler sa personnalité réelle derrière un discours dépersonnalisé porté par une institution, par un réseau, en général une parole écrite ou une représentation médiatique, que là, il peut commencer à développer une grande influence. Et évidemment, quand il écrit cela, Lobachevsky pense à Marx, qu'il analyse comme un schizoïde. Une fois ces réseaux incubés, vont se constituer des associations ponérogéniques. À ce stade, les personnalités paranoïdes commencent à prendre une importance plus grande. Comme la réalité est en train de disparaître complètement du champ perceptif des individus inclus, enfermés dans les discours produits par les schizoïdes, des processus de sélection négative des cadres peuvent s'enclencher et, à partir de là, les processus d'engendrement du mal vont s'intensifier peu à peu à tous les échelons de la société. Les paranoïdes, parce qu'ils donnent l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas, parce qu'ils ont cette étonnante capacité à fournir des réponses simples à des questions complexes, délivrent les esprits simples et déstabilisés de l'angoisse, de la dépression et de l'incompréhension. Il y a une épidémie de pathologies mentales qui vont se répandre à travers les associations ponérogéniques par divers mécanismes, soit par mimétisme, la sélection négative promouvant des personnes atteintes de troubles de la personnalité, et les inférieurs sociaux ayant toujours tendance à imiter les supérieurs sociaux, on va voir des troubles de la personnalité se répandre de haut en bas dans la structure sociale par imitation, soit par propagation de névroses, les personnes soumises à des paranoïdes ou à des psychopathes qui commencent à ce moment-là à profiter de la situation pour capter de manière opportuniste des postes de pouvoir, eh bien, ces personnes soumises à de tels malades mentaux, souffrant beaucoup et ayant naturellement tendance à se réfugier dans un mécanisme névrotique. Lorsque l'épidémie de pathologie combinée à la sélection négative, les deux mécanismes se renforçant mutuellement, atteint un certain stade, on entre dans la phase 3. À ce moment-là, la réalité a complètement disparu des critères du raisonnement dans la sphère institutionnelle et on assiste à une généralisation du phénomène que Lobachevsky décrit comme le blocage inversif.
Qu'est-ce que c'est que le blocage inversif? Il s'agit d'affirmer des choses qui sont fausses pour les poser en opposition équivalente à des choses qui sont vraies. Et il s'agit en plus d'affirmer ces choses qui sont fausses avec une conviction plus grande que la conviction manifestée par des gens normaux qui défendent le vrai. Comme c'est une réaction naturelle chez l'être humain de faire en quelque sorte la moyenne pondérée entre les thèses qu'on lui présente, la principale pondération étant déterminée par le degré de détermination de ceux qui présentent ces thèses, on arrive ainsi à déformer la perception du réel progressivement dans le corps social. À ce petit jeu, les psychopathes héréditaires ont un grand avantage compétitif. Comme les psychopathes héréditaires n'ont aucune empathie, comme ils ne comprennent absolument aucune norme morale, comme ce sont des gens dont on dit vulgairement qu'ils n'ont pas de limite, ils peuvent presque indéfiniment accentuer le blocage inversif. De ce fait, ils ont tendance progressivement à s'emparer des leviers de commande à l'intérieur des structures pathocratiques. Ils chassent donc les paranoïdes, qu'ils conservent parfois comme une façade, parce que la capacité du paranoïde à fasciner les esprits simples peut être utile pour une pathocratie, mais en réalité, à un certain moment, les psychopathes héréditaires, psychopathes essentiels et assimilables, asthéniques, skyrtoïdes, chacals, s'emparent du système et en font leur chose. Les paranoïdes sont relégués dans un rôle secondaire, ainsi que les schizoïdes qui eux-mêmes avaient été préalablement relégués dans un rôle secondaire par les paranoïdes. Quelles sont les structures qui permettent de faire fonctionner une pathocratie ainsi constituée en phase 3? Une des réflexions les plus intéressantes de Lobachevsky, c'est lorsqu'il explique que ces structures sont constituées par des groupes paradoxalement juste un peu plus ponérogéniques que la moyenne des réseaux et organisations qui se sont installés à travers la structure sociale. Ce ne sont pas les groupes en eux-mêmes les plus ponérogéniques qui vont fabriquer la pathocratie, ce sont des groupes un peu plus ponérogéniques que la moyenne. Et Lobachevsky explique très clairement pourquoi. Les groupes très ponérogéniques, c'est-à-dire les gangs, les mafias, les groupes terroristes, les réseaux de corruption institués, sont visibles. De ce fait, leur capacité à infiltrer la société pour la subvertir reste toujours limitée. Alors que des groupes un peu plus ponérogéniques que la moyenne, des coteries, des réseaux d'influence ou de cooptation, des associations à caractère culturel ou politique, éventuellement des partis politiques à proprement parler, eh bien, ces groupes-là ont une beaucoup plus grande capacité de subversion, car ils ne sont pas visiblement, directement, immédiatement, spontanément, ouvertement ponérogéniques. Mais en réalité, nous explique Lobachevsky, il n'y a pas de différence entre les deux types d'associations ponérogéniques. Une fois qu'une société est entrée dans une dérive pathocratique, des groupes politiques subversifs, des groupes terroristes, des gangs, des mafias, des réseaux d'influence, tout cela sans être tout à fait identique, du point de vue de la ponérogénèse, cela renvoie au même mécanisme profond. Les psychopathes héréditaires sont en train de se cacher derrière les paranoïdes qui eux-mêmes utilisent, pour sidérer les esprits faibles, un discours produit préalablement par des schizoïdes. Dans tous les cas, à la fin, on a une structure de pouvoir qui se met en place et dont le seul objectif réel, c'est d'assurer aux psychopathes la garantie qu'ils pourront retirer du fonctionnement social le seul avantage qu'ils en attendent, parce que c'est le seul avantage qu'ils peuvent concevoir, le plaisir et le sentiment de domination. Il y a l'idée de l'action directe. La deuxième jambe de la non-violence, c'est l'action directe. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez vous opposer au pouvoir ou est-ce que vous sentez que ça me met en émotion de parler de tout ça? Mais Tout est-ce à que vous fait. voulez vous opposer à des gens qui sont devenus fous, que vous ne pourrez pas raisonner et dont il va falloir qu'ils boivent jusqu'à la lie leur folie et une fois qu'ils seront repus de sang au milieu de leur festin et de leur orgie ténébreuse, enfin pourront être abattus? Je crois il vaut mieux rester comme ça et agir sur l'action directe. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que les gens soient soignés et ils soient soignés correctement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que des réseaux de soignants se mettent en place en utilisant plein de réseaux qui existent déjà dans ce pays merveilleux dont je vous parlais, où il y a un médecin, des infirmiers coordinateurs autour, des citoyens qui aident à faire le secrétariat, un site internet sur lequel on peut retrouver où se faire soigner correctement, où les soignants qui veulent participer peuvent participer, où tout un groupe de réflexion fournit des fiches patients pour les informer sur comment prendre la saturation, comment faire du décubitus ventral, comment se nourrir correctement, comment s'isoler correctement, comment avoir des conditions, enfin voilà, comment faire pour
bien passé l'épidémie, où des ordonnances sont déjà réalisées, prêtes pour les médecins, pour qu'ils aient plus qu'à les prescrire pour de bon, avec des schémas thérapeutiques et ce qu'on appelle des parcours patients. Donc tout ça est à l'œuvre, extrêmement actif, et se met en place progressivement. Qui écrivait avant que ce système se soit écroulé, mais il avait été témoin des prémices de cet écroulement. C'est sans doute pour cette raison qu'il a pu décrire la phase 4, c'est-à-dire le moment où la pathocratie va s'effondrer parce qu'elle a amené la société à sécréter en quelque sorte les anticorps qui lui permettent de combattre les agents pathogènes que la pathocratie répand dans le corps social. À ce stade, nous dit Lobachevsky, la société va être traversée par un conflit entre la pathocratie et un contre-pôle antipathocratique diffus en cours de constitution. À ce moment-là, la pathocratie est arrivée au terme de son évolution, elle va se rigidifier, elle va se durcir, elle va avoir tendance à revenir à ses bases idéologiques pour se réaffirmer au moment où il est de plus en plus évident pour la grande majorité de la population qu'en réalité, elle est précisément une pathocratie et que ce sont des psychopathes qui commandent. La pathocratie va à ce moment-là avoir tendance à être prise en main par des gens que Lobachevsky appelle les chacals. Donc le chacal, comme je vous disais, c'est un psychopathe héréditaire qui a en plus un trouble schizoïde. Donc c'est quelqu'un qui peut combiner l'insensibilité complète du psychopathe avec la capacité du schizoïde à produire un discours refermé sur lui-même. L'URSS de Souslov, si vous voulez. Cette pathocratie tenue maintenant par les chacals va trouver en face d'elle des réseaux antipathocratiques qui sont incubés spontanément par la société et qui sont souvent structurés autour de gens qui ont été immunisés contre la capacité des psychopathes à déstabiliser leurs interlocuteurs. Ces personnes immunisées, qui sont-elles ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas nécessairement les individus les plus intelligents. Lobachevsky explique en particulier qu'il n'y a pas de corrélation très nette entre le quotient intellectuel et la capacité à résister à la ponérogénèse. Une personne dotée d'un quotient intellectuel élevé a à peu près autant de chances de succomber à la ponérogénèse et de développer un trouble de la personnalité qu'une personne ayant un quotient intellectuel bas. Ce qui caractérise les personnes immunisées, nous dit Lobachevsky, c'est tout simplement que, de par leur expérience, elles ont compris comment le mal se répand dans leur monde. Or, ce qui est au cœur de la pensée d'Andrew Lobachevsky, c'est que le mal politique est engendré par son ignorance et qu'il est vaincu par sa compréhension. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous comprenez par quel mécanisme les pathologies se répandent que vous pouvez vous-même ne plus être sujet à ces mécanismes. À la limite, vous n'avez rien d'autre à faire que de comprendre. Une fois que vous avez compris, vous êtes délivré de cette malédiction. Parce que comme vous comprenez comment un fou peut vous rendre fou, eh bien le fou ne peut plus vous rendre fou. Petit à petit, le principe de réalité va ainsi faire retour dans le corps social par l'action de ces personnes immunisées et des réseaux qu'elles constituent. Les chacals essayent de défendre la pathocratie en luttant contre ces réseaux, mais c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les pathocrates ne sont pas capables de faire fonctionner une société complexe. Ils sont donc obligés, au fur et à mesure que le système matériellement est en train de se déglinguer, de confier à nouveau les leviers de commande à des gens sensés et qui sauront les utiliser. Jusqu'au moment où les réseaux prédominants deviennent les réseaux des personnes immunisées, et à ce moment-là, la société se répare et elle rentre à nouveau dans une phase de temps heureux. Puis le cycle va pouvoir recommencer lorsque la génération suivante aura oublié